RCN. Le son de la différence. On va pas se raconter d'histoire sur RCN, Philippe Rivet. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui vendredi 14 octobre, nous allons converser pendant une heure avec le premier employeur public du Grand Est et qui s'intéresse à vous dès votre plus jeune âge et tout au long de la vie. J'ai nommé Richard Lagagné, recteur de l'Académie de Nancy-Metz, recteur de la région académique Grand Est. Bonjour monsieur le recteur. Bonjour monsieur Rivet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez d'arriver en Lorraine, vous avez quitté les rivages ensoleillés de Nice pour affronter un temps peut-être un peu moins clément en Lorraine. Donc je vais vous demander comment allez-vous là. Je vais parfaitement bien, forcément dans l'action, puisque on a en permanence beaucoup de choses à piloter à l'échelle d'une académie. J'ai peut-être pas suffisamment de temps de voir la couleur du ciel, précisément parce que je suis dans l'action. Jusqu'à midi, on va pas se raconter d'histoire sur RCN. Donc justement, nous disposons à peu près d'une heure pour décliner, expliquer, éclairer votre action et aussi l'éducation nationale, puisque le local et le national sont extrêmement imbriqués compte tenu de l'organisation de cette grande maison. Nous allons d'abord parcourir votre carrière très riche et puis donc les sujets aussi d'actualité qui sont assez sensibles pour certains. Nous évoquerons notamment l'anniversaire de la mort de Samuel Paty qui a été assassiné il y a 2 ans et nous reviendrons sur la question de la laïcité, l'enseignement de l'histoire, la laïcité qui était largement abordée dans une interview parue aujourd'hui dans Le Monde, une interview du ministre de l'Éducation nationale Pam Ndiaye. Mais tout d'abord, on va se pencher sur votre parcours, celui d'un grand voyageur, si j'ai bien compris. Ce qui est finalement assez normal pour un géographe. Votre fiche Wikipédia précise que vous êtes spécialiste de la gestion des risques hydrologiques en lien avec le développement et la résilience des territoires. Là, vous êtes en plein aujourd'hui, le réchauffement climatique ne doit plus avoir de mystère pour vous, j'imagine. Et vous êtes un spécialiste de la géomatique, autrement dit, le traitement informatique des données géographiques. J'ai tout de suite envie de vous demander, quand vous déplacez, vous préférez le GPS ou la carte routière encore ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a de beaux outils numériques qui nous permettent effectivement de venir en appui de nos déplacements. Mais vous me parliez de mon parcours d'universitaire et de géographe. C'est extrêmement utile quand on est recteur que d'être géographe parce que on ne conduit pas une politique éducative de façon complètement uniforme à l'échelle d'une académie. On est bien évidemment en écho et en résonance à toute la belle diversité territoriale. Y compris pour vous loisirs, c'est la carte routière ou le GPS ? Non, c'est effectivement plutôt le GPS. Plutôt le GPS. Même si je continue à travailler sur des cartes. Bon. Et vous êtes donc un spécialiste des relations nature-société. Qui n'ont plus de secret non plus depuis longtemps pour vous. Vous nous direz quand même, avec cette numérisation, si la géographie humaine a encore le droit de citer. La géographie, elle vous a conduit d'Alès, où vous êtes né en août 1967, à Montpellier, donc c'était pas très loin pour vos études universitaires, c'était dans le sud, mais vous avez mis le cap au nord à Lille, où vous avez préparé votre doctorat de géographie sur les processus d'érosion et les risques naturels en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Salomon. Sans perdre le nord, pour autant, si j'ose dire, parce qu'en 2002, vous obtenez votre HDR, sigle habilitation à diriger des recherches. Finalement, vous le faites de nouveau dans le nord, à Lille, si je ne me trompe pas, et vous travaillez sur les territoires du nord de la France. Vous devenez ensuite professeur des universités à Paris Diderot, et vous en devenez même le vice-président du conseil scientifique quelques années. Conseil scientifique, en général, c'est peu connu du grand public, mais c'est pourtant essentiel, ça lie quand même l'enseignement et la recherche. Et c'est un des conseils les plus fondamentaux d'université. C'est un conseil effectivement important parce que c'est un conseil qui vise à définir une stratégie recherche et innovation. Et on sait à quel point la recherche nourrit les enseignements dans l'université. Donc c'est forcément un lieu
un lieu stratégique, un lieu où on construit aussi des partenariats avec les organismes de recherche, avec les partenaires du monde socio-économique. Donc effectivement, ça fait partie des instances importantes dans le pilotage d'une université. Mais vous ne restez pas longtemps à Paris, parce qu'en 2014, à la demande de la ministre de l'Enseignement supérieur de l'époque, Geneviève Fioraso, vous êtes envoyé en Guyane pour créer et devenir le premier président de l'université de Guyane. Vous y restez 3 ans. À votre retour, vous jouez les pompiers, vous êtes demandé comme pompier pour essayer de pacifier, si j'ose dire, ou déminer, tout du moins, la situation à l'université de Toulouse, l'université Jean Jaurès, qui était alors en pleine crise. Et quelques années plus tard, on a sans doute repéré vos qualités de démineur, puisque vous êtes nommé recteur de l'Académie de Nice. J'espère que c'est pas pour seulement cette raison-là. Bon, ouais, j'espère aussi pour vous, vous nous le direz. Et un peu plus de 3 ans plus tard, si vous faites des périodes de 3 ans, là, vous êtes, vous quittez ces rivages, je disais, quand même plus ensoleillés pour des cieux, a priori moins cléments, mais pas forcément moins sympathiques. Et vous succédez à Jean-Marc Huard, qui était recteur depuis 2 ans et qui était promu directeur de cabinet du nouveau ministre de l'Éducation nationale. À ce stade, j'ai envie de vous poser une question quand même. Votre nomination en Lorraine a-t-elle été favorisée justement par votre capacité à travailler sous la loupe ministérielle, celle de Frédérique Vidal, qui était ancienne présidente de l'université de Nice et qui est devenue ministre de l'enseignement supérieur et qui continuait de s'intéresser quand même à ce qui se passait à Nice, que vous étiez à Nice, ou maintenant sous la loupe de Carole Grandjean, ministre de l'enseignement et de la formation professionnelle, ou bien ces mutations successives sont-elles dues à votre adaptabilité climatique forgée par votre expérience de géographe voyageur? Alors en d'autres termes, est-ce que vous avez considéré comme risque négligeable le fait de franchir plusieurs lignes de partage des eaux, le l'une qui est célèbre près de Langres, et j'allais poser la question aux géographes, est-ce que la ligne de partage des eaux, c'est important pour définir les parcours de société et des populations? C'est ce que pensait par exemple l'un de vos prédécesseurs, Marie Régnier, qui m'avait dit il y a quelques années, moi je fais très attention aux lignes de partage des eaux, ça définit vraiment des civilisations. Ou alors, est-ce que vous pensez, comme Michel Fouché, qu'on parle parfois de frontières naturelles et finalement qui ne sont pas des frontières naturelles, mais toujours des frontières construites ou imaginées par l'homme? Alors, je serais plutôt enclin de penser comme Michel Fouché, parce que je suis toujours extrêmement vigilant sur les déterminismes de la nature. Et effectivement, je ne crois pas qu'il y ait une influence de la nature sur la vie des sociétés. Et effectivement, les frontières, il y a des frontières symboliques. Mais il n'y a pas réellement de frontières naturelles. Il y a effectivement des sociétés d'une grande diversité, mais cette diversité, elle est davantage un fait culturel et historique qu'un fait naturel. Voilà. Après, sur ma nomination comme recteur, je n'ai pas les clés de compréhension. En tout cas, j'accueille cette nomination avec beaucoup d'humilité. Parce que la tâche est importante, surtout avec de nouvelles missions liées au fait que je suis recteur de région académique, alors que j'étais recteur d'académie. Donc je l'accueille avec forcément beaucoup d'humilité. Une académie très diverse, quand même. Oui. Alors je viens d'une académie qui était déjà très très diverse, avec un poids d'ailleurs démographique qui ressemble beaucoup à l'académie de Nancy-Metz, avec des problématiques qui étaient assez proches, en termes de diversité territoriale, en termes de fragilité également éducative. Donc forcément, en arrivant en Lorraine, je prends très rapidement mes repères dans un contexte certes nouveau, mais le travail absolument magnifique de mon prédécesseur et le projet académique qui a été construit, qui porte justement l'enjeu de la territorialisation de l'action éducative, sied beaucoup aux géographes que je suis. Nous allons y revenir. Donc, pour terminer votre parcours, n'hésitez pas à rajouter des points si j'ai oublié des étapes qui vous paraissaient essentielles, qui auraient pu m'échapper.
J'avais une question. Est-ce que c'est la géographie qui fait l'histoire ? Vous venez de me répondre un peu non, ou si c'est l'histoire qui fait la géographie. Alors tout dépend ce qu'on met sous le vocable de géographie d'abord, mais forcément quand on est géographe, on est aussi un petit peu historien et sans doute aussi un petit peu économiste. Et lorsqu'on est historien, on est de fait aussi un peu géographe ou un peu économiste. Et donc forcément, on est là sur certes des disciplines, mais l'enjeu, lorsqu'on est inscrit dans ces disciplines-là, c'est aussi de travailler sur les marges disciplinaires et sur les interfaces avec les autres champs disciplinaires. Je viens d'une université qui a changé de nom depuis, mais effectivement Paris Diderot, qui s'est construite au début des années 70 sur l'interdisciplinarité. Et quand vous parliez de pilotage dans cette université... Une innovation, on va dire, quasiment révolutionnaire. Oui, tout à fait. Enfin, c'était vraiment une université des années 68 et 70. Mais l'interdisciplinarité, elle est essentielle dans le monde de la recherche. Et donc, certes, je suis géographe, mais on est toujours un petit peu sous l'influence des autres disciplines. Et donc, je ne vais pas rouvrir le débat sur la relation entre l'histoire et la géo, mais je pense fondamentalement que les deux disciplines se nourrissent. Si je voulais être un peu malicieux, je dirais que l'histoire-géographie, c'est un bel exemple de bivalence dans l'enseignement secondaire. Complètement, oui, tout à fait. Donc, mais on pourrait même aller au-delà, parce que c'est d'ailleurs des sujets qu'on souhaite, qu'on porte. Déjà, je pense sur la transformation de la voie professionnelle, quelques innovations qui ont été introduites il y a peu finalement sur la co-intervention. C'est travailler en commun. Dans le cadre de la voie professionnelle, à partir de compétences disciplinaires, mais en les mêlant au service d'une formation de jeunes et de manière à bien consolider leurs compétences. Et donc, effectivement, ce travail d'hybridation, je crois qu'il est important dans notre système éducatif. Là, ça fait maintenant un peu plus de 2 mois que vous êtes arrivé en juillet, dans l'académie, en juillet. Donc, vous avez effectué donc, votre rentrée académie, la rentrée préparée globalement par votre prédécesseur. Vous avez sans doute procédé à un certain nombre d'ajustements, ce qui est classique. Quel bilan tirez-vous de la rentrée ? Est-ce que vous dites que la rentrée s'est bien passée ? Est-ce qu'il y avait effectivement un prof dans chaque classe ? Ou s'il y a eu des déficits surprenants, importants, dramatiques, comme se plaisent à le souligner certaines fédérations de parents d'élèves et certains syndicats. Alors, on dit dans notre jargon que la rentrée est techniquement réussie, mais derrière cette réussite, il y a aussi des fragilités. Moi, je le reconnais très volontiers. Et nous y avons travaillé ardemment avec les services, avec les établissements également, mais également en partenariat avec l'université, avec Pôle emploi, parce qu'il y avait nécessité effectivement de conforter un certain nombre de recrutements. On a la chance dans l'Académie de Nancy-Metz d'avoir, en termes de concours et de recrutement, fait le plein, ce qui n'était pas le cas d'autres académies. On a fait porter l'effort sur quelques recrutements complémentaires de contractuels, et c'était important, et nous sommes encore aujourd'hui vigilants, parce que nous rentrons forcément avec l'hiver, dans une période où, dans une académie comme la nôtre, c'est 40 000 personnels, une épidémie de grippe, où là, en ce moment, une situation Covid, une reprise du Covid, du Covid, ça peut se traduire effectivement localement. Mais est-ce qu'il y a une tendance, est-ce qu'il y a une volonté tendancielle à recruter de plus en plus de contractuels que de titulaires ? On est sur des volumétries de contractuels très, très faibles. On est dans l'académie, j'ai les chiffres en tête, dans le premier degré, 0,7% de l'effectif global. Donc c'est loin d'une tendance de renverser la table. Et dans le second degré, on est aux alentours de 7-8%. Et là aussi, on est sur une volumétrie effectivement de contractuels un petit peu plus importante, mais on n'est pas sur des proportions
Et quelles majeures. sont les disciplines qui restent déficitaires, j'allais dire que vous avez du mal à combler dans l'académie? C'est très variable d'abord d'une année sur l'autre, mais le constat qu'on fait cette année, on a quand même quelques tendances lourdes, notamment sur les mathématiques, dans les lycées professionnels, on a des manques dans certains champs disciplinaires également, mais surtout on a des fragilités territoriales, c'est-à-dire qu'il y a des territoires frontaliers, en Meuse, territoires ruraux aussi, où on peut avoir des difficultés de recrutement et donc notre attention, mais de tous les jours, et l'attention des services vise justement à faire en sorte qu'il y ait au maximum un professeur devant élève. Mais pour vous poser la question sans détour là-dessus, est-ce que ça ne nécessite pas, ça fait des années qu'on le dit, est-ce qu'il n'y a pas finalement une réforme de fond engagée sur les modalités de nomination des enseignants, sur les barèmes, sur un certain nombre d'éléments, parce qu'il se trouve que les lycées de centre-ville sont généralement bien pourvus, les collèges très ruraux dans la Meuse ou les établissements scolaires en zone d'éducation prioritaire, en réseau d'éducation prioritaire, le sont un peu moins. Et où on en voit parfois des jeunes qui ne sont pas forcément toujours bien formés et qui peuvent être plus fragiles quand même. Alors, il y a un vrai sujet de fond qui est celui de l'attractivité des métiers, et du métier de professeur tout particulièrement. La réponse à laquelle notre ministère est en train de s'employer, elle est multiple en réalité. Elle est à la fois sur la question salariale. Il y a un enjeu de revalorisation salariale parce que la reconnaissance passe aussi par ça. Mais au-delà de... on reviendra sur ce sujet en deuxième partie d'émission. On va sans doute y revenir. Mais il y a aussi un enjeu de reconnaissance sociétale du métier de professeur. Est-ce que vous sentez la différence d'une académie à l'autre, par exemple, entre l'académie de Nice, qui est quand même assez attractive Non. Alors ça, c'est pour le coup... Non, c'est une légende urbaine. C'est vraiment une légende urbaine. On a tout autant de difficultés à recruter. Alors, pour des tas de raisons, mais les loyers sont chers sur la Côte d'Azur. Il y a une proximité, comme ici, nous avons le Luxembourg, une proximité monégasque qui fait qu'il peut y avoir une attractivité salariale de territoires environnants qui peuvent avoir un impact sur, effectivement, le maintien de professeurs dans notre système éducatif. Donc il y a les problématiques... Vous avez trouvé des similitudes là. Complètement. Et en réalité, ce que l'on constate ici ou à Nice ou ailleurs, il y a beaucoup de ressemblances. Donc il faut être en capacité, effectivement, collectivement, à agir sur l'attractivité des métiers, revalorisation salariale, et retisser du lien de confiance, je pense qu'on va y revenir, entre la société, les familles et les professeurs. Nos professeurs ont fait un travail absolument remarquable pendant la crise sanitaire. J'ose espérer que les familles... Oui, si on peut le dire. J'ose espérer que les familles, effectivement, le reconnaissent. On est en train de lancer des temps de concertation dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Souhaitons que ces temps de concertation permettent de conforter ce lien et de reconnaître aussi je pensais vous le poser plus beau tard travail une question, bien sûr, professeurs. sur l'actualité, mais on peut voir déjà dans l'académie, le dernier temps de concertation, c'était au moment des réformes lancées par Mme Vallaud-Belkacem en 2015. Là, les consultations ont été obligatoires. Là, elles sont plutôt suggérées. Enfin, c'est plutôt une suggestion. Alors la méthode est très différente. La méthode est très différente. En quoi la méthode est différente et quels sont les retours que vous avez déjà? Est-ce que vous sentez un frémissement des établissements scolaires ou si les enseignants sont plutôt fatigués des réformes, fatigués des concertations qui ne mènent pas forcément à grand-chose, qu'on va dire parfois? Alors là, pour le coup, ça va amener, en tout cas, j'ose espérer que ça mène effectivement à des transformations. Alors la méthode est différente parce que ce ne sont pas de vastes et grandes consultations pour alimenter une réflexion nationale. L'enjeu derrière ces concertations, c'est de redonner du pouvoir d'agir
à celles et ceux qui sont au plus près des élèves et qui savent quels sont les besoins. Mais concrètement, pour nos ça élèves, veut dire quoi? Qui savent pertinemment quelles sont les bonnes méthodes et les bonnes pratiques, notamment pédagogiques, pour faire réussir leurs élèves. Donc on redonne du pouvoir d'agir concrètement. Ce qu'on propose, en tout cas en termes de méthodologie, c'est qu'il y ait des discussions dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées ou en réseau, de manière à faire émerger des projets pédagogiques nouveaux qu'on accompagnera financièrement. On va avoir les moyens. Mais est-ce que les enseignants ne vont pas vous dire on a déjà tout essayé là? Moi, dans toutes les audiences syndicales que l'on entend, bien souvent, on nous dit on aimerait initier telle ou telle chose, on n'a pas les moyens. On a envie de faire autrement que c'est seulement une question la doctrine de moyens nationale. Non, mais alors non, c'est pas qu'une question de moyens, précisément, parce que je renvoie à la question de la méthode. La méthode, pendant très longtemps, dans notre maison éducation nationale, était une méthode très descendante, très verticale, où en gros, on donnait des consignes pour dire ce qu'il fallait faire. Là, on propose un peu... Je prends l'image de la tarte tatin, on renverse la méthode de manière à ce que ce soit bien nos professeurs, nos chefs d'établissement, nos directeurs d'école, avec... Donc vous êtes en train de me dire que PAMDIAI, c'est l'anti-Blanquer ? Ah non, pas du tout, c'est pas du tout... non, parce qu'il était souvent reproché à Jean-Michel Blanquer qui a secoué la maison d'être parfois un peu trop vertical. Non, parce que le constat que je fais en arrivant dans l'académie, c'est qu'il y a eu... énormément d'expérimentation de conduite depuis plusieurs années dans l'académie, indépendamment de consignes nationales. Donc il y avait déjà une certaine liberté. Peut-être une tradition académique. Alors ça, c'est pour le coup une singularité, effectivement, que j'ai remarqué en arrivant, c'est qu'il y avait des projets innovants, de belles expérimentations. On veut tout simplement aller plus loin. Que l'éducation nationale ne sait pas toujours forcément mettre en avant, c'est le journaliste qui vous dit ça, et qui a nos suivi ça professeurs pendant nous longtemps. disent souvent, nous savons comment faire, Oui. nous aimerions effectivement avoir peut-être quelques moyens complémentaires ou faire en sorte d'être davantage en réseau avec d'autres, parce qu'il y a des enjeux aussi de mise en liaison avec des associations sportives, culturelles, avec l'appui des collectivités locales. Et donc cette mise en réseau, elle peut nourrir des projets qui effectivement fassent sens, école par école, collège par collège, lycée par lycée, diversifiés parce que nos territoires sont divers. Donc justement, et c'est bien là-dessus qu'on veut s'appuyer. Monsieur le recteur, vous parlez des collectivités locales, et on a compris qu'elles allaient être sollicitées, notamment financièrement parfois. Comment vous sentez les collectivités locales en Lorraine et dans le Grand Est? Est-ce que vous les sentez ouverte à ce genre de partenariat nouveau, parce que c'est effectivement très divers. Il y a des endroits où ça se passe très bien, d'autres endroits, il y a encore sans doute des marges de progression. Comment vous les sentez? Disposés à... Très impliqués. Et je vous parlais justement d'expériences qui ont été, qui sont en train d'être conduites. En réalité, ces expériences, elles se font aussi avec les collectivités locales. On a bâti depuis un peu plus d'un an, on va signer un certain nombre de conventions d'ailleurs, des projets de territoires éducatifs ruraux. Oui. Ces territoires éducatifs ruraux... Ça a été lancé par Jean-Marc Huard. Exactement, Jean-Marc Huard a lancé cette dynamique-là, et donc elle est en train de se déployer. C'est quelque chose de très original qu'on ne trouve pas dans toutes les académies, des projets qui s'inscrivent dans une logique de partenariat où les collectivités locales sont très partie prenante, en appui d'une dynamique locale, en appui d'une dynamique de réseau, parce que le réseau, et notamment en zone rurale, peut être extrêmement utile pour mieux porter finalement une action éducative permettant du coup une meilleure réussite des élèves. Donc ces dynamiques de réseau, ces dynamiques de territoire sont essentielles. C'est aussi ce qu'on cherche à promouvoir dans la nouvelle méthode liée aux concertations. Notre école, faisons-la ensemble. C'est l'intitulé de ce projet-là, et faisons-le ensemble, en proximité, dans les territoires, avec tous les acteurs autour de l'école, en quelque sorte, qu'on replace au centre du village. Et cependant, dans cette académie,
qui connaît quand même une crise démographique depuis des années. Ça fait 20 ans qu'on en parle. Quasiment, je vois tous les ans, quand on voit les chiffres, crise démographique sérieuse. On est obligé de fermer parfois des collèges, toujours dans la douleur, ou des lycées professionnels. On reviendra sans doute dessus. Comment envisagez-vous la suite, ou un certain nombre de lycées? Ça, c'est une négociation avec les collectivités. Est-ce que vous vous sentez prête à évoluer là-dessus et à prendre parfois des décisions qui peuvent être délicates, on va dire, ou compliquées à faire comprendre. Alors, le constat est effectivement, j'ai quelques chiffres en tête, depuis 2019, nous avons perdu un peu plus de 9000 élèves à cette rentrée, et notamment dans les Vosges. 3000 élèves. Pas que dans les Vosges. Alors, c'est forcément différencié à l'échelle de l'académie, mais quelques 3000 élèves à nouveau à cette rentrée. Et c'est donc ça touche le premier degré de façon significative, mais ça touche également le second degré. Et pour le coup, je viens d'une académie où le premier degré était concerné, mais pas le second degré. Mais là, le second degré dans l'académie de Nancy-Metz est effectivement concerné. Deuxième constat, on ne diminue pas les moyens en dépit de la baisse des effectifs. Ce qui nous permet quand même, je reviens au premier degré tout particulièrement... Vous êtes très bien vu, là. Oui, enfin, ce n'est pas une question d'image. Le sujet, il n'est pas là. Le sujet, c'est la réussite des élèves. On ne touche pas aux moyens, et tout particulièrement dans le premier degré, parce qu'il y a un enjeu, effectivement, autour de l'acquisition des savoirs fondamentaux. Donc une politique qui a été engagée dans le précédent quinquennat et qui se poursuit bien évidemment, ce qui nous permet de dédoubler les classes, ce qui nous permet de dédoublement de classes, de limiter les classes à 24. Ont été dédoublées on a quasiment, alors pas complètement, mais on a quasiment atteint les objectifs qu'on s'était assignés. Il y a quelques contraintes, y compris des contraintes tout simplement immobilières. Parfois, on a du mal à pousser les murs. Il faut pousser les murs. Voilà, donc il y a forcément des contraintes de cet ordre-là qui s'exercent, mais en dépit de la baisse des effectifs, du coup, le maintien des moyens, voire plus de moyens, puisque dans le premier degré, il y a eu plus de moyens, ça nous permet effectivement d'évoluer en termes d'effectifs par classe et accompagné de plans de formation importants en français, en mathématiques notamment, et à partir de cette rentrée en maternelle, puisqu'on va faire porter l'effort également en maternelle. L'objectif, c'est effectivement de bien consolider les fondamentaux. On commence à voir les résultats de cette politique. On le voit dans les évaluations nationales. Elle doit être évaluée spécifiquement. Chaque année, on a des campagnes d'évaluation nationale de tests nationaux, CP, CE1, etc. Mais cette politique particulière va être évaluée parce qu'on ce qu'on reproche souvent à l'éducation nationale, c'est d'expérimenter, de lancer, de généraliser, et on n'évalue rien du tout. La meilleure des évaluations, ce sont les évaluations des élèves. Et le constat, c'est qu'on a une amélioration dans le premier degré, à travers les évaluations nationales de CP, CE1 et les évaluations de 6e en également. Français et en maths en français, en mathématiques. En 6e, on a aussi des tests de fluence. Donc, tous ces éléments-là nous donnent à voir des indicateurs qui progressent favorablement. Et puis, on constate aussi, d'ailleurs, au passage, que l'écart entre l'éducation prioritaire, où on a plus de fragilité qu'ailleurs sur le plan éducatif, et le reste de notre population d'élèves, l'écart diminue, ce qui est aussi un très bon signe. Donc, ça peut être pris dans un autre sens aussi. Quand on parle de la baisse de niveau, on peut dire globalement qu'une baisse de niveau. Avec une tendance à la hausse, l'écart diminue. Donc on est effectivement dans un premier degré qui est en train qui est sur vraiment une voie positive et constructive. C'est pas vrai pour le collège. Et on a, là, les indicateurs pour l'instant ne sont pas très bons. Ça veut dire très concrètement que sur ce sujet-là, il faut faire porter l'effort sur le collège. On avait quand même des alertes depuis quelques années quand on voit le taux de redoublement en seconde qui augmente depuis plusieurs années. Oui, tout à fait. C'est un indicateur parmi d'autres, mais quand même intéressant. Oui, tout à fait. Et donc, tout cela est confirmé à travers également les toutes dernières évaluations. Et donc, ça veut dire qu'il faut effectivement engager
quelques transformations en collège et ça fera partie des Monsieur objectifs le à directeur, venir. une dernière question avant de passer à la pause musicale, parce que le temps tourne, ça fait déjà une demi-heure que nous sommes ensemble à converser. Oui, et je suis bavard. J'avais une question sur l'académie, sur une initiative prise par le SNUIPP-FSU, qui est le premier syndicat des enseignants dans le premier degré LFCPE, le fameux QR code pour signaler les absences. Est-ce que c'est pour vous un nouvel élément d'information ou si c'est un nouveau moyen de pression? Comment avez-vous apprécié cette initiative? Non, mais moi, je pense que c'est important, en tout cas, d'être collectivement en alerte permanente et concentré sur la nécessité de mieux faire en matière de remplacement. Je le disais tout à l'heure, sur la question du remplacement, on a à progresser et d'ailleurs dans le suivi national de toutes les académies, parmi les indicateurs qui vont être suivis régulièrement au plus haut sommet de l'État, il y a le sujet du taux de remplacement. Donc, au plus haut sommet de l'État jusqu'à l'Élysée. Oui, quand je dis le plus haut sommet de l'État, c'est de fait effectivement donc, à l'Élysée. Je vous remercie. Maintenant, on est là sur un beau sujet, effectivement. On va passer, parce que j'ai encore beaucoup de questions à vous poser. Je pense que vous avez encore beaucoup de réponses à apporter. On va passer à la respiration musicale. Vous avez choisi un chanteur espagnol, Coque Maya, si j'ai bien prononcé. C'est bien ça. C'est No puedo vivir sin ti. En bon français, je ne peux pas vivre sans toi. Exactement. Vous êtes un recteur sentimental, fleur bleue oui, je pense que... je ne sais pas si je suis fleur bleue, mais en tout cas, voilà, il faut aussi travailler nos émotions. On s'y emploie également dans notre système éducatif à travers l'éducation artistique et culturelle. La créativité se construit aussi sur les émotions et les sentiments. Allez, une respiration. 11h sur RCN, on va pas se raconter d'histoire. Philippe Rivet. Nous sommes en compagnie encore pour une vingtaine de minutes de Richard Lagagné, recteur de l'Académie de Nancy-Metz et de la région académique Grand Est. Nous allons aborder maintenant, monsieur le recteur, des questions plus nationales. Mais je disais en introduction de cette émission, au début de cette émission, que les questions locales et nationales sont étroitement liées, compte tenu de cette grande maison qui reste quand même, globalement, quand même très verticale. Donc on attend peut-être un peu plus de souplesse, mais vous nous direz si c'est un rêve qui sera jamais atteint ou pas. Mais on va revenir forcément d'abord sur l'interview quand même particulièrement dense, accordée par le ministre de l'Éducation nationale, Pam Ndiaye, au journal Le Monde, avec un morceau de choix, si j'ose dire, c'est un gros chapitre consacré à la laïcité. Donc concrètement, sur l'académie, combien vous avez, puisque maintenant les chiffres sont publiés mensuellement, ce qui est quand même, une belle initiative de transparence. Dans l'académie, combien vous avez eu de cas d'atteinte à la laïcité et que faut-il entendre par atteinte à la laïcité là? Alors, l'académie est vraiment le reflet du constat national qui a été effectivement en toute transparence fait par monsieur le ministre hier. À l'échelle nationale, on a quelques 313 cas identifiés depuis la rentrée d'atteinte à la laïcité. Je vais revenir effectivement sur ce que l'on entend par là. Et donc, il y a quelques cas, j'ai plus le chiffre en tête, mais quelques cas effectivement pour l'académie concernant ce sujet-là. Avant de revenir sur les atteintes, je vais peut-être juste rappeler ce que l'on entend par laïcité, parce qu'il peut y avoir de l'ambiguïté. Mais j'allais justement vous poser la question. Quelle est votre conception de la laïcité non, c'est pas ma conception, c'est la conception unique, connue et reconnue par tous, qui est la liberté de croire, de ne pas croire, et qui se traduit pour un service public comme le nôtre par un principe qui est celui de la neutralité. Donc c'est pas... la laïcité, c'est pas une interdiction, c'est tout simplement l'application
dans le service public éducation nationale de la neutralité. Et le constat effectivement qui est fait depuis la rentrée, c'est un certain nombre d'atteintes. Et tout particulièrement, alors je reprends les chiffres nationaux, mais c'est vraiment la même situation pour l'académie. En grande partie, même si les chiffres ne sont pas très importants, mais en grande partie, la problématique du port de signes et de tenue, donc port de signes ostentatoires et de tenue, quelques suspicions de prosélytisme également, ou de refus d'activité scolaire. Qui sont quand même très marginales, semble-t-il, d'après ce qui est indiqué. C'est marginal, mais il faut toujours prendre les choses... J'ai eu connaissance de quelques cas dans l'académie, mais ça reste assez à la marge. On a effectivement quelques cas, mais quel que soit le nombre, il faut toujours, rappeler les grands principes de notre école de la République, et donc les valeurs que l'école porte en son sein, et d'être extrêmement ferme lorsqu'effectivement il y a des atteintes à la laïcité. Ça, c'est vraiment un sujet que nous portons activement et qui implique, de notre part, service académique, une mobilisation vraiment, là aussi, de tous les instances et forcément en proximité les chefs d'établissement et nos personnels également. On a mis en place à l'échelle de l'académie ce qu'on appelle d'abord un carré régalien, et le nom même dit à quel point ce carré sur lequel je vais revenir est très investi sur un certain nombre de sujets qui portent atteinte aux valeurs de l'école et aux valeurs de la République. Donc les sujets, c'est le sujet laïcité, valeurs de la République, c'est le sujet violence scolaire, c'est la question du harcèlement et des discriminations associées, et c'est un sujet, alors peut-être qu'on n'appréhende pas très bien dans l'espace public, qui est alors qu'on en a bien et beaucoup parlé, qui est le sujet de l'instruction en famille et des écoles hors contrat, parce qu'à travers ce sujet-là, ça peut être aussi, même si c'est marginal, vous avez des demandes d'écoles hors contrat, là ? Oui, on a de façon régulièrement des demandes d'école hors contrat qu'on expertise avec attention, bien évidemment. Mais il peut y avoir, ici ou là, des formes de séparatisme qui se mettent en place. Avec une double... Enfin, le séparatisme peut prendre deux formes. Ça peut être une forme de communautarisme qui se traduit par un isolement des élèves en dehors de notre système éducatif, à travers l'instruction en famille, à travers l'émergence d'écoles hors contrat. Y compris d'élèves qui étaient scolarisés et qui sont déscolarisés et qui sortent de notre système. Donc ça, c'est une forme de séparatisme et il faut être attentif à ça. Et vous le notez plutôt, ça se produit plutôt en collège, plutôt en lycée ou dès le primaire? Ça peut arriver dès le primaire, effectivement. Et on l'observe effectivement lorsqu'on a à opérer, ce qui est notre travail en tant que service de l'État, un certain nombre de contrôles de l'instruction en famille ou d'écoles hors contrat. On va revenir. Et il y a une deuxième forme de séparatisme, cette fois-ci, qui, si j'ose dire, est davantage inclusif, et où on a du coup des volontés d'atteinte du système éducatif par des provocations. Et c'est précisément ce que on est en train de constater depuis un mois. Justement, on va revenir sur deux aspects, déjà pour rester... encore une minute ou deux sur l'interview du ministre. J'ai eu une interrogation quand j'ai lu que le ministre affirmait qu'il pouvait y avoir des vêtements présentant un peu des signes religieux par destination. Est-ce que la définition, on voit bien ce qu'il veut dire, mais est-ce que ça reste quand même pas un peu flou pour le gérer correctement sur le terrain? Est-ce que c'est pas une façon de dire au chef d'établissement, c'est à vous d'apprécier la chose, ce qui est quand même pas... Ça manque un peu de critères quand même, non? Alors, d'abord, on a une loi qui est la loi de 2004 et qui est très claire sur le sujet, qui est d'interdire le port de vêtements, de signes religieux ostentatoire dans les enceintes scolaires. Donc la loi est très claire et la loi doit être respectée. Et c'est ce qu'on essaye effectivement de faire respecter. Après, il y a certains types de vêtements et je vois mal comment, à travers une circulaire, on pourrait établir une liste de vêtements. Je pense que ça serait un petit peu compliqué. Et donc la question que vous posez...
renvoie à un enjeu de discernement. Et donc, est-ce qu'il y a intention? Il peut y avoir un discernement, c'est compliqué quand c'est sous pression, pression des familles, pression... Alors, justement, l'enjeu est dans le dialogue avec l'élève ou avec les familles de voir s'il y a intention de provocation. Et la consigne qui est passée, c'est que si intention il y a, on doit aller devant un conseil de discipline. Parce qu'on ne doit rien laisser passer. Donc, justement, aujourd'hui, le conseil de discipline, c'est plus secret défense. Pendant très longtemps, le conseil de discipline... Alors, moi, j'ai demandé pendant des années au rectorat et aux recteurs successifs de connaître le nombre de conseils de discipline, voir quelle était la tonalité des mesures. C'était impossible. Le ministère avait répondu que ces chiffres étaient classés secret défense. Oui, aujourd'hui, c'est un peu plus transparent. Oui, enfin, les contenus des conseils de discipline, enfin, les débats sont en termes de conseil de discipline. Oui, non, mais bien sûr, là, les choses sont claires. Pour avoir un peu une idée Alors, je vous avoue que je n'ai pas à l'esprit le nombre de conseils de discdiscipline, ni les catégories, je sais que c'est très variable d'un établissement à l'autre. Ou les typologies de problématiques abordées. Donc, je ne vais pas m'y risquer aujourd'hui. Mais le fait est qu'il y a des réponses, en tout cas, vis-à-vis d'élèves, le cas échéant, si intention et provocation, enfin dans la provocation, il y a d'aller vers des conseils de discipline et éventuellement de l'exclusion temporaire associée. Mais d'autre part, il y a un enjeu pour nous de protection de nos personnels. Et moi, la consigne, elle est claire. À la moindre altercation ou violence vis-à-vis d'un de nos personnels, automatiquement, on propose une protection fonctionnelle. C'est déterminant parce que pendant longtemps, cette question-là, effectivement, les choses étaient mises sous le tapis. Aujourd'hui, on doit être extrêmement attentif à chacune des situations. Ce qui est une bonne nouvelle, on est, je le disais en ouverture de l'émission, Samuel Paty a été assassiné il y a 2 ans, c'était le 16 octobre. Depuis 2 ans, on voit pas mal de débats avec les professeurs d'histoire, notamment. Est-ce qu'ils ne se sentent pas toujours soutenus? Mais vous apportez la réponse quand ils évoquent l'assassinat d'enseignants, quand ils évoquent le terrorisme islamiste, c'est prévu dans certains programmes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous conseilleriez à un enseignant quand même de montrer les caricatures de Mahomet qui ont été publiées dans Charlie Hebdo? Quelle est votre position là-dessus? Alors, d'abord, sur les mesures d'accompagnement. Alors j'évoquais la question de la protection fonctionnelle en cas de situation problématique. Ça, c'est important. En amont, on est engagé dans un énorme travail de formation tout au long de la vie de nos personnels, justement pour donner quelques éléments de boîte à outils sur la façon d'appréhender ou de proposer un certain nombre de contenus dans le cadre des parcours de formation. Les problématiques ne touchent pas que les professeurs d'histoire géo. On le constate en sciences de la vie et de la Terre. C'est pas spécifique effectivement à l'histoire géo. Et donc là, il y a un gros travail de formation engagé de façon effectivement à ce que nos professeurs se sentent à l'aise. Et donc sur les documents pédagogiques, je n'ai pas à dire, je reviens quand même à la liberté d'agir et à la liberté pédagogique de nos professeurs. Je n'ai pas à dire s'il faut oui ou non. Mais vous, comme vous auriez été enseignant dans le secondaire, ou rappelez vos cours. Moi, je le ferai sans hésitation, mais à titre personnel. Et je pense que effectivement, chaque professeur, au regard des séquences pédagogiques qu'il a à construire, de sa programmation, a à se nourrir de ressources. Quelle qu'elle soit, mais ça relève de la liberté pédagogique de l'enseignant. Je souhaitais voir également avec vous, c'est le rôle des réseaux sociaux, ce que souligne Pam Ndiaye en disant il y a beaucoup de propagande, d'incitation à la violence via les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on en parlait beaucoup plus justement sur leur effet néfaste concernant le harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, c'était l'une des priorités de votre prédécesseur. J'imagine que vous la conservez, puisque maintenant, elle reste quand même
bon, même si l'académie est plus épargnée que d'autres académies, on va dire, de la région parisienne, par exemple, mais elle se manifeste quand même assez fortement, enfin, en lycée, notamment dans les lycées aussi professionnels. Où en êtes-vous là-dessus? Alors, est-ce que vous sentez une amélioration de la situation ou une aggravation, et comment faire? Non, il n'y a pas d'aggravation. J'évoquais tout à l'heure le carré régalien. Un des coins du carré, il y a la question du harcèlement. Et derrière ce coin-là et l'ambition éducative que nous avons, il y a d'abord le déploiement d'un plan de formation qui s'appelle phare, qui vise à mettre en place des dispositifs à la fois préventifs et des protocoles de réaction en cas de problème dans toutes les écoles et tous les collèges et aussi le lycée, mais le constat que l'on fait, c'est que les situations de harcèlement sont de façon privilégiée au collège et dans le premier degré. Donc on a priorisé... Quatrième, troisième... Oui, voilà, ça fait partie des niveaux assez sensibles. Donc harcèlement et cyberharcèlement. Donc il y a un gros travail de formation, d'accompagnement, de mise en place de protocoles, avec un engagement des élèves extrêmement important sur ces sujets-là. Lorsqu'on va dans nos établissements et qu'on discute avec nos élus collégiens ou lycéens, de façon systématique, parmi les sujets qu'ils considèrent comme prioritaires et sur lesquels ils s'engagent, il y a le sujet du harcèlement. On a mis en place un prix non au harcèlement et on voit qu'on a énormément d'engagement des élèves sur ces sujets-là, y compris des élèves ambassadeurs non au harcèlement, c'est-à-dire qu'ils peuvent, à leur niveau, servir de relais. C'est une expérimentation qui est lancée depuis plusieurs années, notamment en primaire. Et ça marche très très bien. C'est-à-dire qu'on peut avoir effectivement des élèves attentifs aux autres, engagés vis-à-vis des autres, et qui décèlent des situations de harcèlement et qui en parlent aux adultes. Du coup, on est effectivement très engagés, et y compris effectivement dans les lycées par ailleurs. Maintenant, monsieur le recteur, je vais vous soumettre vraiment à la question. Ça sera le questionnaire de Proust après le jingle. On va pas se raconter d'histoire sur RCN. Après une heure d'entretien, à dire un mode plutôt sérieux, grave, on va essayer d'être un peu plus léger. Je vais vous demander quelle est votre couleur préférée. Ça va spontanément, le rouge. Votre expression préférée? Alors ça, c'est une bonne question. Ou votre mot préféré? Peinture. Votre principal défaut? Alors, peut-être que vous l'avez perçu, je suis assez passionné. Et parfois, la passion, alors c'est forcément c'est un signe d'engagement et positif, mais parfois la passion peut entraîner peut-être à quelques excès. Donc, j'essaye de me contrôler. Et votre principale qualité? La passion. La passion, voilà. Ce que vous détestez le plus? Sans doute la bêtise. Le plus beau mot de la langue française, d'après vous? Amour. Le pays, là c'est la question au géographe que je demande, le pays où vous auriez aimé vivre en dehors de la France, ou le pays où vous souhaiteriez éventuellement passer une retraite agréable? C'est compliqué votre question. Moi je me sens très très bien en France et j'aime beaucoup mon pays. J'aime par ailleurs l'Europe. J'aime par ailleurs l'Europe et c'est un très très beau continent où je m'y sens très très bien. J'ai fait un petit clin d'œil effectivement dans le choix musical à l'Espagne. Donc voilà, s'il fallait peut-être choisir et en Espagne, autre pays que la France, quelle est votre région, votre ville préférée? Très clairement Valencia. Alors même si le sud, il y a beaucoup de villes en Espagne, j'y vais assez régulièrement, il y a beaucoup de villes en Espagne absolument magnifiques, riches de patrimoine aussi. Le sud, Cordoue, Grenade, ce sont
des lieux qui portent une histoire, une très belle histoire qui s'inscrit dans le patrimoine architectural. Madrid, Barcelone, enfin voilà, il y a de très belles villes effectivement en Espagne, mais la France reste un pays absolument magnifique. Et parmi vos loisirs ou vos temps de loisirs qui sont comptés, parce que je sais que le recteur, c'est pas un métier de tourpeau, hein, c'est pas une fonction de tourpeau. Est-ce que vous avez un hobby particulier? En préparant ce questionnaire, j'ai pensé à votre prédécesseur qui lui a une passion pour l'apiculture. Et ça avait fait le tour de France quand je lui avais posé la question. Oui, tout à fait. Non, alors c'est pas l'apiculture, mais non, moi j'arrive à me trouver des petites fenêtres pour peindre. Ah, voilà. Très bien. Et vous êtes plutôt peinture à l'huile, peinture aquarelle? Je suis à l'huile et à l'acrylique. Et à l'acrylique. Voilà. Tout à fait. Et vous êtes plutôt dans le figuratif? Alors, plutôt dans le figuratif et très inspiré des fauvistes, de ces belles couleurs chaudes et flamboyantes. Avant de terminer en musique, parce que je crois que nous sommes à peu près dans les temps, je vois notre technicien Jean-Luc qui est ravi pour une fois, je vais vous poser la question... L'ultime question, ce que vous n'avez jamais osé dire publiquement et que vous auriez envie de déclarer aujourd'hui à l'antenne. Votre question est très difficile parce que je suis quelqu'un quand même de très très franc et donc je ne crois pas avoir dissimulé quoi que ce soit ou j'ai pas beaucoup d'interdits, donc je crains malheureusement de ne pas pouvoir vous apporter de réponses claires. Bon, je garde toujours une petite question après, une petite question post-it, puisqu'on a encore une poignée de secondes avant le morceau musical. Si c'était à refaire, vous seriez de nouveau enseignant, recteur, vous auriez la même carrière, ou vous auriez choisi complètement un autre métier? Est-ce que, par exemple, même si je vous sens parfaitement à l'aise dans vos fonctions, vous n'avez pas l'air de regretter votre choix, mais est-ce que vous auriez éventuellement eu envie d'exercer une autre profession, une autre passion? Alors je vous avoue ne pas trop me poser de questions en termes de carrière. Alors, j'ai beaucoup saisi d'opportunités finalement dans ma vie. Le métier de professeur est un métier absolument magnifique. Cette semaine encore, je faisais une intervention, alors pas en tant que professeur, en tant que recteur, mais une intervention aux élèves de l'IRA de Metz, et je prends toujours un immense plaisir à échanger et à débattre aussi, parce que le travail de professeur, c'est pas seulement de transmettre des savoirs, c'est développer l'esprit critique. Donc c'est un métier absolument passionnant. Donc non, je pense que je ne referai rien de ma trajectoire. Richard Lagagné, merci d'avoir accepté l'invitation, d'avoir accepté de passer 1 heure à RCN dans l'émission On va pas se raconter d'histoire. Et on va terminer en musique avec une chanson d'un chanteur et chansonnier des années 30, Georgius, qui chantait au lycée Papillon. RCN, www.rcn-radio.org